a commencé en 2002, il y a une quinzaine d'années. J'ai été visiter une maison, celle-ci, à Bois-Colombes. J'en suis devenu le parrain. À force d'aller dans ces maisons, de croiser des personnes atteintes de handicap, pendant toutes ces années, effectivement, au début, le premier réflexe, c'est de la peine. Il y a toujours une relation ambiguë. Est-ce que je dois m'émouvoir? Est-ce que je dois juste regarder, poser des questions? Est-ce que c'est véritablement utile? Et quand tu vas dans les maisons personnages et que tu vois l'engagement, le dévouement, l'implication, le naturel, la spontanéité avec lequel travaillent les gens dans les maisons personnages, et ben là, tout d'un coup, ce cœur qui était serré au début, tout d'un coup, se désenserre, si je veux dire, s'envole un peu. Il y a une sorte d'apaisement, de sérénité, de douceur, d'harmonie comme ça, qui fait que lorsqu'on part d'ici, on est moins inquiet qu'on ne l'était en arrivant. Moi, je fais partie typiquement de la génération qui a découvert Lino Ventura à la télévision, à une époque où, effectivement, je crois que un dimanche sur deux, quasiment, il y avait un film avec Lino Ventura. Il avait cette chose que pas beaucoup d'acteurs ont, qui est de pouvoir incarner les héros. Il y a un contraste, effectivement, entre une espèce de force qui se dégage de lui et certainement aussi une grande sensibilité, une fragilité. Et un jour, le grand public, au travers d'une émission, découvre qu'il a, parmi ses enfants, une fille qui est handicapée. Il s'agit des enfants pas comme les autres. Je suis père d'une enfant pas comme les autres. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Il dit ces mots tout simples, j'ai une enfant pas comme les autres. Et je voudrais qu'on s'occupe dans ce pays des enfants pas comme les autres. Et là, du haut de sa stature de star, véritablement du cinéma français, du haut de sa stature, il décide de s'investir entièrement, totalement, complètement dans ce combat qui sera le combat jusqu'à la fin de sa vie, des maisons personnages. Regarde, si tu prends, rassure-toi. Hein. Regarde, trempe ton pinceau là-dedans. Tu vas regarder dans tout ce que tu as à portée de main, les feutres, les crayons, tout ça. Essaie de voir comment tu peux compléter ça. On accueille à la maison personnage des personnes qui ont tous une déficience intellectuelle sévère associée à un trouble moteur. C'est important ici le terme de maison, et c'est bien l'idée ici, c'est qu'on est chez eux. On est vraiment dans un lien de proximité avec eux, qui fait qu'on partage des moments très forts, notamment avec des résidents, surtout les résidents qui n'ont pas accès au verbal. Ma première difficulté, ça a été comment entrer en communication avec eux et comment leur apporter du bien-être s'il n'y a pas d'expression verbale. Comment je sais que ce que je fais a de l'intérêt, a du sens pour eux et leur procure du bien-être. Les gens qui travaillent ici, on les code, ont un ressenti très délicat, très fin. Hein. C'est quelque chose d'à peine visible pour nous. Et en fait, il va falloir entendre, justement, écouter le moindre signe, le balancement, le froncement de sourcils. C'est comme ça qu'on va pouvoir se réajuster. On va être vraiment dans l'observation dans un premier temps, comprendre un peu comment il fonctionne finalement et voir lui proposer des choses qui pourraient peut-être l'intéresser. Puis après, du coup, on commence à réévaluer ses objectifs en quelque sorte. Tu regardes Cédric. T'as vu ça, Charles? Hop. T'as vu? Est-ce qu'on peut changer? À chaque nouvelle activité, c'est une découverte de comment il va réagir, comment il va fonctionner, comment il va apprendre, s'il va apprécier. C'est tout le temps une découverte, sans cesse avec eux. Et c'est ce qui est bien.
Les activités qu'on propose sont assez sur le sensoriel, puisque c'est vraiment c'est là qu'on va pouvoir toucher et la personne. Donc ça va être aussi bien les 5 sens, auxquels on rajoute les 3 sens qui pour nous aussi sont importants, qui est le mouvement, la vibration et le somatique. La piscine, c'est réellement un moment de détente. L'eau, ça enveloppe et on peut les mettre dans plusieurs positions qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre. Tu n'as pas besoin de faire ça pour que l'autre ne pas. Une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est la notion des limites corporelles. Et ces limites corporelles que nous, forcément, on sait la différence entre notre dedans, notre dehors, l'interne, l'externe. Les personnes handicapées ne l'ont pas. On a axé notre travail autour de ça pour essayer de leur redonner un petit peu d'unité, un petit peu au maximum de les aider à ressentir un peu plus leurs membres, leur corps. Et donc ça passe principalement par un accompagnement à la toilette le matin, où on pratique ce qu'on appelle des douches sensorielles. Le résident est totalement enveloppé par une serviette de la tête aux pieds, et on va associer un geste très particulier, très précis, avec la force du jet. Aurélie, qui, quand elle commence à prendre la douche, elle est très, très crispée, très recroquevillée sur elle-même. Puis au fur et à mesure, elle se détend. Puis à la fin, elle finit presque par s'endormir. On travaille aussi avec les talents des accompagnants. C'est-à-dire chacun, c'est important. Enfin, bien sûr, les besoins des résidents, mais il faut le conjuguer avec les talents des accompagnants. On voit quand même des personnalités chez chacun. Ça va être vulnérable, mais pas sans personnalité. Exactement. C'est ça, Exactement. Hein, c'est très juste. Ils sont vulnérables, mais pas sans personnalité. Donc c'est à nous de créer autour d'eux ce monde par des propositions qui leur permettent de se découvrir eux-mêmes, les limites de leur corps, découvrir l'environnement et découvrir l'autre. Bien sûr, on parle de ces humains qui ont eu moins de chance. Bon, voilà, ça, on en a parlé. Il y a des gens pour s'en occuper. Mais c'est vrai, après, il y a les parents. Il y a ceux qui ont mis au monde ces garçons, ces filles, et qui doivent vivre avec, et qu'on n'a jamais le droit de juger. Vivre au quotidien avec un enfant handicapé, quand on n'a pas de lieu qui puisse assurer la relève épisodiquement, c'est très dur. Surtout quand c'est un handicap lourd. C'est très dur parce que il faut être sans arrêt disponible 24 heures sur 24 pour cet enfant. Tout devient difficile, la moindre chose devient difficile. Les gestes de la vie courante deviennent difficiles, très difficiles. Et puis ça demande une attention constante. La vie de couple, elle est quelque peu perturbée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ne pleure pas. Les parents sont obligés parfois d'accepter leurs limites et de se dire là on peut plus et on doit passer le relais. Ça doit être très difficile tout d'un coup de confier, de ne pas avoir l'impression d'abandonner son enfant parce qu'on ne peut plus s'en occuper ou parce qu'on est débordé, dépassé par justement la maladie. C'est des lieux même parfois essentiels pour retrouver un peu de vie, voire ne pas sombrer. Quand ils rencontrent un endroit enfin où ils savent que leurs enfants vont pouvoir être posés, dont on va pouvoir s'en occuper, qui vont pouvoir un peu se décharger de ça, c'est pas du désamour. Elle est contente. Alors Sandrine est entrée personnage il y a maintenant 12 ans. Les entrées dans la masse se sont faites progressivement pour être réalisées dans les meilleures conditions possibles. Et ça a été positif puisqu'elle est rentrée. Et bien rentrée. Et qu'elle y est toujours et qu'elle y est très bien. Vous me disiez que depuis qu'elle était là, vous sentiez que son regard avait changé. Et ça, il n'y a que vous et les gens qui la fréquentent au quotidien qui peuvent le déceler. Ouais. Beaucoup plus sociable. Elle aime bien le contact humain. Il faut toujours un peu la toucher. Voilà. La papouiller. Hein? Un enfant handicapé, ça vous donne beaucoup d'amour. C'est à sa façon. À sa façon, mais elle est remplie d'amour pour nous. Quand elle regarde son père, c'est tout de suite, il y a les yeux qui pétillent, elle le regarde avec amour, donc... Elle aime bien les garçons. C'est vraiment le contact, voilà. Faut tout voyer, faut toujours... C'est à ça que servent ces endroits. C'est à donner aux enfants de l'amour, mais du répit aussi aux parents. Et ce répit, ils s'en servent pour se
regonfler à bloc pour pouvoir encore mieux s'occuper et encore mieux montrer leur amour à leurs enfants. Parfois, on sait qu'on fera jamais aussi bien qu'eux, et ça, voilà, on essaye d'être humble sur ça. On est là pour accompagner leur enfant, on reste des professionnels, on n'aura pas forcément l'amour sera différent. Il y a des familles qui profitent un petit peu plus de leur vie de couple ou de leur vie de famille personnelle, et alors qu'ils n'ont rarement fait ça avant. Les encadrants font un travail formidable avec les résidents, mais de façon indirecte, on sait aussi que la famille en ressent aussi des bénéfices. On nous dit souvent mais comment vous faites pour travailler avec ces personnes ? Et cette question, je trouve qu'elle renvoie toujours à une espèce de sous-entendu que ce serait un travail quasiment impossible, que c'est voire surhumain, voire absurde. Tu vas maintenant utiliser ces peintures si tu le veux, mais par petites touches. Ça a du sens pour moi de les accompagner, mais de tenter d'améliorer leur vie. Au-delà des soins, des douches, du repas, je pense qu'une personne handicapée mérite d'avoir plus que ça et a le droit et a besoin de vivre le plus normalement possible. Montre-moi. Montre-moi. Ah, les chaussures. Demande à Abdel. Demande à la caisse. Demande à Abdel, il va les payer. La caisse, il est là. Oui. Oui. C'est ces petites choses, ce quotidien qui va être très important et qu'il faut qu'arriver à intégrer dans ce métier auprès des personnes très vulnérables. Ils ont un endroit où ils sont ensemble, accompagnés, rassurés, aimés, tout simplement aimés, ça c'est la première des choses. Il y a de la souffrance physique, il y a sans aucun doute une souffrance psychologique, mais quel baume, quel accompagnement, quelle volonté de tout un chacun et des résidents et évidemment surtout des accompagnants de faire en sorte que dans cette souffrance, il y ait beaucoup de joie. Donc quand vous sortez de là, vous vous sentez plus apaisé, oui, le cœur plus léger.